l'Observatoire Santé ProBTP présente Quoi de neuf santé, animé par Flavie Flamand. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf santé. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un organe dont on dit qu'il est notre deuxième cerveau. Je vous le donne dans le mille, c'est l'intestin. Vous avez parfois mal au ventre, vous avez des douleurs intestinales qui sont inexpliquées. Votre entourage vous dit « mais non, mais t'as pas mal, c'est rien, laisse tomber, c'est dans ta tête ». Et s'il s'agissait de douleurs psychosomatiques ? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec notre invité dont c'est la spécialité. Bonjour Mathilde Horn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre au CHU de Lille. Alors, je voudrais qu'on commence par poser les bases. Parce que, qu'est-ce que ça signifie, douleur somatique, et en quoi est-ce qu'elle se distingue de la douleur psychosomatique ? C'est une excellente question et qui va nous plonger directement dans le vif du sujet. Répondre à cette question signifierait qu'il y aurait une différence entre des douleurs somatiques et des douleurs psychosomatiques. Probablement que ce sont les mêmes douleurs et que les douleurs ont une part somatique et une part psychique, et que chaque douleur est à la fois somatique et psychosomatique. On ne peut pas imaginer qu'il y ait certaines douleurs qui soient liées à des phénomènes organiques, purement organiques, et d'autres douleurs qui seraient liées uniquement à des phénomènes psychiques. En réalité, quand on perçoit une douleur, c'est toujours le résultat d'une lésion organique et de facteurs psychologiques qui vont influencer la perception de cette douleur. Donc en fait, c'est un tout. C'est ça que Exactement. vous dites. Il n'y a pas une douleur ou une autre. Mais est-ce qu'au départ, une douleur est d'emblée psychosomatique ? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'est pas en mesure d'expliquer 100% du fonctionnement du corps humain, même si parfois les médecins auraient tendance à vouloir le croire. Et très certainement qu'il y a toujours une origine qui est organique, qui est biologique, qui est physiologique. Parfois, on la retrouve, elle est évidente. Parfois, on ne la retrouve pas. Mais très certainement que le point de départ est effectivement organique et que l'état de la personne qui perçoit cette douleur va amplifier ou au contraire diminuer cette douleur initialement causée par des problèmes organiques. Est-ce que cette douleur aussi, elle s'installe, je dirais, avec le temps ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont déclenchants pour ces douleurs-là ? Et je parle en particulier du niveau intestinal. Alors, oui, c'est des douleurs qui ont tendance à évoluer avec le temps, surtout si les facteurs qui ont entraîné cette douleur ne sont pas pris en compte. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez une douleur avec un facteur de stress bien identifié, que le facteur de stress diminue, la douleur va diminuer aussi. Mais souvent, on focalise la prise en charge uniquement sur l'aspect intestinal. On oublie tout le contexte environnemental, psychologique. Et c'est là qu'on peut avoir des symptômes qui vont perdurer, s'amplifier, s'aggraver, avec des conséquences qui peuvent être parfois très, très compliquées pour les patients qui en souffrent. Alors, vous accompagnez justement des gens qui souffrent de ces douleurs-là. Vous vous occupez de la partie psychologique et donc vous donnez une autre dimension finalement à la douleur. Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Comment est-ce que vous savez si une douleur est d'ordre organique ou d'ordre psychosomatique ? Alors moi, je travaille beaucoup avec les collègues d'autres spécialités parce que je ne prétends pas pouvoir faire tous les diagnostics en gastro-entérologie, mais ce sont mes collègues des services de gastro-entérologie qui m'appellent lorsqu'ils perçoivent que soit la douleur d'une personne semble disproportionnée par rapport à la cause, ou alors même qu'on ne retrouve pas de cause à la douleur. Dans ce cas-là, ils m'appellent et on organise des consultations que l'on fait ensemble avec le gastro-entérologue, le psychiatre, pour accompagner les personnes vers une prise en charge qui soit globale, qui soit à la fois symptomatique, mais aussi d'aller un petit peu plus loin dans les facteurs psychologiques ou environnementaux. On dit souvent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ça veut dire qu'il y a vraiment une histoire de psychologie là-dedans. Quand on passe un examen ou quand on a un rendez-vous d'embauche, on a la boule au ventre. C'est de ça dont on parle en fait ? Eh bien, oui, d'une certaine manière, oui. En fait, on sait que l'intestin et le cerveau sont extrêmement connectés. Tout d'abord parce qu'il y a un système nerveux qui relie et qui fait que l'intestin et le cerveau communiquent beaucoup ensemble. Et donc, sous l'effet du stress, un message nerveux va être véhiculé directement au niveau intestinal et on peut ressentir des symptômes sur le plan intestinal. Il existe aussi des molécules, des neurotransmetteurs qui agissent à la fois sur le cerveau et sur le système intestinal. Donc oui, ces deux organes sont extrêmement connectés l'un avec l'autre. Au-delà de la boule au ventre, quels sont les autres symptômes justement de ces douleurs psychosomatiques ? Où est-ce qu'on peut les retrouver dans le corps ? Alors, les douleurs, on peut les retrouver partout ailleurs, c'est ça. Vous avez des personnes qui vont souffrir de douleurs articulaires. Et puis, parfois, c'est pas que de la douleur. On a aussi des personnes qui ont des vertiges sous l'effet du stress, qui vont avoir des palpitations, qui vont avoir... Tous les symptômes peuvent être trouvés une part
partielle, plus ou moins importante, en lien avec le niveau de stress. En fait, il faut écouter notre corps pour parfois écouter notre tête, c'est ça que vous nous dites ? Je pense que ce serait une bonne formulation, oui, effectivement. Oui, je pense que traiter une maladie ne doit pas être uniquement un phénomène biologique, purement physiologique, mais que dans toute maladie, quelle qu'elle soit, l'aspect psychologique, la dimension psychologique influence de manière certaine les symptômes, quel que soit le type de maladie qu'on présente. Parfois, les douleurs aussi, elles sont perçues de façon hyper intense. Comme si finalement, la psychologie donnait un nouvel écho à la douleur. Comme si ça la rendait encore plus insupportable. Tout à fait. Si vous voulez, le cerveau, il ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Ouais. Et donc, notre cerveau se focalise sur certaines informations. Quand on est inquiet, quand on a une douleur, le cerveau va se focaliser sur les perceptions corporelles qui vont donc paraître amplifiées. Oui. Et effectivement, ça va entraîner une perception de la douleur qui est beaucoup plus importante, alors que si vous êtes concentré sur d'autres choses, probablement que le message douloureux sera moins perçu, moins traité. Ça amène forcément à une sorte d'errance médicale, cette histoire-là. Parce que parfois, on n'a pas de réponse à nos douleurs. On a des médecins qui nous disent moi, je ne vois pas l'origine de votre douleur. On a parfois un entourage qui ne comprend pas, qui dit non, mais ça, c'est dans ta tête, alors que la douleur, elle est réellement là. C'est une vraie détresse, en fait, que de souffrir de ces douleurs psychosomatiques. Oui, absolument. Et notre message d'information, il est aussi auprès des médecins qui, je pense, sous-estiment beaucoup cette part-là et ne prennent pas en compte les douleurs ou les maladies des patients dès lors qu'elles ne sont pas purement organiques, avec un examen qui permet d'objectiver. On a tendance à penser que ça n'existe pas, que c'est dans la tête des personnes. Et effectivement, au-delà de la détresse et de ce que ça renvoie, ça entraîne des multiples consultations. Les personnes vont aller chercher simplement pour essayer de trouver une réponse auprès de différents spécialistes. Et ça crée effectivement beaucoup d'errance médicale. Et est-ce que cette errance médicale n'amène pas à d'autres formes de pathologie, finalement ? Exactement. Surtout qu'on le sait, si on multiplie à outrance les examens et les consultations, on finit parfois par trouver des choses qui ne sont probablement pas en lien avec la plainte initiale de la personne. Et après, des cercles vicieux s'installent où on va aller traiter des choses qui n'étaient pas forcément en lien avec la souffrance que la personne présentait. Comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui souffrent de ce genre de douleur ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur permettre aussi d'être soulagées d'une certaine façon ? Est-ce qu'il y a des traitements et comment on les traite d'ailleurs ? Alors, il y a peu de traitements. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui est reconnu. Oui. De plus en plus, avec les collègues psychiatres, on s'intéresse à ce phénomène-là et on propose des prises en charge qui sont basées sur l'information, ce qu'on appelle, nous, la psychoéducation, éduquer une personne à comment son psychisme influe. Et déjà, lorsque les personnes sont entendues, sont validées dans leur souffrance et qu'on peut leur expliquer ce qui se passe, on sait que ça va déjà beaucoup mieux. Tout l'enjeu ensuite, c'est de proposer des prises en charge qui soient davantage psychologiques ou alors en psychologique de manière complémentaire à la prise en charge physique, mais réussir à sortir du purement biologique uniquement et avoir une approche qui soit un peu plus intégrative. Vous me disiez que certains spécialistes vous consultent et vous disent s'il te plaît, viens nous aider parce que là, on a un patient, on ne peut pas soigner que sa douleur organique, il va falloir aussi soigner sa douleur psychosomatique. Comment ça se passe en fait ? Cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire ? Idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Oui. Je pense que c'est vraiment des consultations qui doivent se faire à deux, avec le médecin qui est expert dans les symptômes présentés et avec un psychiatre associé. On essaye de faire ça quand on en a la possibilité, mais c'est probablement ce qui est le plus efficace, oui. Je me mets à la place de certains qui nous écoutent et qui se disent c'est dingue alors, moi par exemple, j'ai mal aux articulations, c'est peut-être ça, j'ai tout le temps mal au ventre, mais en même temps quand je passe mes examens, finalement on ne trouve rien, donc c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? Qu'ils doivent consulter et qui surtout consulter ? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord aller consulter son médecin pour s'assurer qu'il n'y a effectivement pas une maladie grave. Il faut quand même savoir qu'il ne faudrait pas tout mettre sur le compte du stress non plus. Mais dès lors que les examens ont été faits et sont rassurants, je pense qu'il faut pouvoir réussir à se rassurer soi-même et à se dire qu'il n'y a pas de maladie grave et trouver d'autres prises en charge. Et les psychologues qui sont formés à des thérapies qu'on appelle thérapies cognitives, comportementales, qui sont souvent les plus efficaces, sont une piste intéressante pour soulager ces symptômes. L'idée, ça va être de réduire la focalisation excessive sur les perceptions corporelles pour réussir à se tourner vers d'autres activités.
Oui, alors ça, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites parce qu'on a tendance, quand on souffre de ça, à ne voir que ça. Exactement. Et à être focus sur nos réactions physiques et finalement à les amplifier. Donc, on ne fait que valider en permanence ce que l'on craint. Et ça devient un cercle vicieux. Donc, l'idée, ce que vous nous dites, c'est qu'à travers ces thérapies, c'est de pouvoir remettre cette douleur et ces sensations à leur juste place et de pouvoir divertir notre esprit finalement de cette problématique-là. Exactement. Il y a plusieurs biais qu'on appelle des biais cognitifs qui entretiennent ces douleurs. Et effectivement, le fait d'avoir une attention qui soit excessive sur le corps est un phénomène qui amplifie ces douleurs. Et puis, il y avait d'autres choses. Par exemple, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Quand on est convaincu de quelque chose, on cherche tout le temps les indices qui vont aller dans ce sens. Donc aussi, permettre d'envisager d'autres possibilités pour expliquer ces douleurs va permettre aux personnes de chercher d'autres informations qui confirment les messages. Voilà, c'est toutes ces stratégies qu'on utilise pour diminuer les phénomènes douloureux. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces thérapies justement cognitives auxquelles ceux qui nous écoutent peuvent avoir accès ? Alors, les thérapies cognitives et comportementales peuvent être réalisées soit par des psychologues ou par des psychiatres. L'idée est vraiment de aider le cerveau à reformater des cognitions qui ont été prises avec le temps, avec l'expérience de vie, qui sont parfois bien utiles. C'est des raccourcis qu'on fait pour aller plus vite dans sa tête, mais qui parfois peuvent être délétères. Et donc, on essaye de changer un peu la manière de fonctionner, de penser, des automatismes mentaux pour envisager une autre manière de voir le monde et du coup de percevoir son corps aussi. Mais on parle de quoi là dans ce cas-là ? On parle de MDR ? On parle de quoi ? De quelle technique ? Alors, le MDR est une autre technique qui peut parfois aussi avoir son intérêt. Les thérapies cognitives et comportementales sont probablement celles qui ont été le plus testées scientifiquement, le plus évaluées, avec des résultats qui sont les plus satisfaisants. Après, vous avez les techniques d'hypnose, de MDR, effectivement. Toutes ces stratégies-là sont aussi des stratégies possibles de soins pour ces patients qui ont beaucoup moins été testés et donc dont la validité n'est pas prouvée scientifiquement, même si probablement que ça améliore la qualité de vie des personnes quand elles en bénéficient. Docteur Horn, pour qu'on comprenne bien ce dont on parle aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner comme ça des exemples concrets que vous avez rencontrés au cours de vos consultations ? Oui, bien sûr. Je pense par exemple à cette patiente qui était venue nous voir en consultation, orientée par son gastro-entérologue pour justement des troubles digestifs qu'on n'expliquait pas. En refaisant l'histoire avec elle de sa maladie, c'est une personne qui avait mal au ventre, qui avait consulté un certain nombre de médecins, passé des examens, sans qu'on puisse lui proposer un diagnostic, une réponse à ses questions, et qui était convaincue d'avoir une intolérance au lactose, au lait. Donc elle a volontairement choisi d'arrêter de manger des produits laitiers, de boire du lait pendant des mois. Et puis les médecins lui ont tous dit que non, il n'y avait aucune preuve physique, biologique de cette intolérance. Et donc au bout de quelques mois, voire années, elle a finalement accepté de reprendre du lait et des produits laitiers. Et bien sûr, elle ne les a pas supportés parce que l'organisme n'était plus du tout habitué. Et donc, elle est venue me voir en consultation en disant « Voyez, docteur, c'est moi qui avais raison, les médecins n'ont pas trouvé, mais au fond, j'avais raison. » Et on voit à quel point, finalement, on peut avoir des symptômes qui, après, évoluent, s'entretiennent et même arrivent vers des choses organiques réelles, alors qu'initialement, le point de départ était vraiment quelque chose de psychologique ou en tout cas d'influencé par le stress. Et en préparant cet entretien, vous avez aussi évoqué le cas d'une personne qui avait eu une gastro quelques jours avant une consultation, qui s'est plaint d'avoir des maux de ventre, mais qui avait oublié finalement qu'elle avait été malade quelques jours avant. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, effectivement. Alors, souvent, on essaye de trouver ce qu'on appelle le facteur déclenchant. Quand les symptômes ont-ils commencé ? Comment ont-ils commencé ? Et donc, quand vous prenez les choses 2 jours après le début des symptômes, il est très facile de se dire « j'avais une gastro il y a 2 jours et donc j'ai mal au ventre, aucun souci ». Quand vous prenez les choses des mois plus tard, on ne retrouve pas ce phénomène-là, puisque la gastro a été oubliée. C'est un phénomène qui est assez anodin et dont les personnes ne se souviennent pas vraiment. Et donc, quand on essaye de savoir ce qui a déclenché cette douleur, parfois on ne le retrouve pas. Et cette personne, effectivement, en reprenant par la suite de manière très précise tout ce qui s'était passé dans son histoire, on s'est rendu compte qu'elle avait eu effectivement une petite infection sur le plan digestif qui s'était résolue sans gravité, mais elle était arrivée dans une période de stress. Et donc, ensuite, les symptômes avaient perduré pendant des mois, alors que la cause initiale de ces douleurs,
elle, était anodine et avait été résolue très, très rapidement. Merci Dr Horn de nous avoir éclairé de la sorte. Merci à vous. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de Quoi de neuf santé, un podcast RTL avec l'Observatoire Santé Pro BTP. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les précédents sur observatoiresantéprobtp.com, sur rtl.fr et sur M6+. Ciao.